Bonjour et bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast, saison 2. Je suis Mathieu Lambert et je suis maintenant accompagné de trois autres personnes, Maxime Crémeau, Rémi Dutch et Valentin Gallet. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous présenter les gars. On va un petit peu expliquer pourquoi on s'associe et quel va être un petit peu le projet maintenant de Cyclisme Performance. Qu'est-ce que Cyclisme Performance va devenir? Et Maxime, si tu veux commencer par te présenter, la parole est à toi. Donc, comme tu l'as dit, Maxime Frémaux, j'ai ma société d'entraînement MF Sport depuis maintenant 4 ans. J'ai passé une licence STAPS entraînement sportif à Amiens. Ensuite, je suis parti à Besançon pour un master entraînement management ingénierie du sport. Et je suis passionné d'entraînement, de me remettre en question, d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Le monde de l'entraînement évolue chaque jour. Donc, du coup, à force d'échanger avec Mathieu, Rémi, etc., on s'est dit il faudrait qu'on se mette ensemble pour partager les connaissances, gagner du temps, parce que tout seul, on avance, mais à plusieurs, on avance encore plus vite. Donc, le projet m'a direct séduit et voilà, le but d'échanger, de former, d'apprendre toujours, est vraiment, ma source de motivation. Donc, je passe la parole à Rémi si ensuite, il veut bien se présenter. Je veux bien Maxime. Donc Rémi Dutch, donc comme Maxime, j'ai fait mon master STAPS, à Besançon. Sinon, à la suite de ce master, j'ai été entraîneur donc, dans l'équipe, notamment de Besançon, ensuite du Vélo Club de Toucy, du CC Etup et enfin chez BNB Hotel, donc chez les professionnels. Donc maintenant, je suis, complètement indépendant, entraîneur indépendant. Je travaille avec des amateurs et des professionnels et en parallèle, je travaille également avec, la plateforme d'entraînement Chronos. Donc, heu, donc voilà pour moi. Valentin. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Valentin Gallet, j'ai 35 ans. J'ai un profil assez différent de mes trois confrères, parce que moi, j'ai une thèse en physique et un master en data science. Et après ça, j'ai toujours fait du vélo quand j'étais jeune, à assez haut niveau. Et puis, il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé de fonder Chronos avec la volonté de développer un écosystème numérique pour aider les cyclistes à améliorer leur performance. Et dans cette optique-là aussi, en échangeant beaucoup avec les entraîneurs, je me suis aperçu qu'il y avait un déficit d'échange et de partage des connaissances au niveau de la performance. Donc, c'est ça qui m'a motivé à rejoindre le groupe Cycliste Performance. Mathieu, je te laisse finir de la présentation. Ouais, donc moi du coup c'est Mathieu, je suis encore étudiant en STAPS à Grenoble actuellement, je suis en licence. En parallèle de ça, je suis aussi sport scientist pour Sport Testing, qui est le premier laboratoire itinérant dédié à la performance sportive. Donc je m'occupe de tout ce qui est test physiologique. Je suis aussi coureur cycliste depuis pas mal d'années, je suis en N3 actuellement. Donc ça me permet de courir encore à un assez bon niveau et puis voilà, je continue de découvrir un petit peu ce haut niveau-là et toutes les différentes courses qui existent en France. Et puis voilà, moi je suis vraiment motivé par ma passion pour l'entraînement, la physiologie, tout ce qui tourne autour de la performance. Et donc, moi voilà, j'ai qu'une envie toujours, c'est d'apprendre tous les jours. C'est ce qui m'avait motivé pour lancer ce podcast, c'était d'approcher d'autres personnes et de pouvoir échanger sur des sujets de l'entraînement, des sujets que je ne retrouvais pas forcément en France au moment où j'ai lancé le podcast. Et moi, ce que je me suis vraiment rendu compte avec ce podcast, c'est qu'il y a plein de visions différentes, il y a plein de façons de voir la performance. Et c'est super enrichissant comme ça de pouvoir échanger avec d'autres entraîneurs et même avec des personnes comme Valentin, voilà, qui viennent pas forcément du milieu de l'entraînement et qui ont du coup une vision un petit peu différente sur tout ce qui touche à la performance. Et ça permet vraiment de voir d'autres choses, de toujours se remettre en question et de se tenir à jour sur voilà, tout ce qui peut toucher à la performance. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu m'associer donc à vous, Valentin, Rémi, Maxime, pour vraiment qu'on puisse partager ensemble euh, tout ce qu'on a pu apprendre avec nos expériences personnelles. Et puis, euh, et puis pour transmettre aussi nos connaissances, tout ce qu'on a pu emmagasiner depuis pas mal d'années. Et donc, profiter de tout ça pour partager le plus possible et puis au final d'améliorer l'expertise des entraîneurs, des athlètes et puis même d'améliorer la performance au final. C'était l'objectif de cyclisme performance.
Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui et qu'on commence maintenant ce premier podcast un petit peu échange entre nous. Ça sera le futur format maintenant des podcasts de cyclisme performance, plus orienté sur l'échange. Donc, entre nous quatre, on pourra répondre aussi aux questions. Enfin, on a plein de projets pour ce podcast. Je continuerai peut-être toujours de recevoir des invités, mais ça sera peut-être plus, ça sera en tout cas moins régulier, plus sur un format hors série sûrement. Euh, Parce que voilà, c'est toujours un format qui me plaît. Et donc, bah, je vais continuer directement sur la présentation un peu plus concrète du projet. Euh, donc voilà, notamment donc, le podcast qui va continuer tous les mois, au moins le premier lundi du mois, comme ce qui se faisait déjà depuis le mois de septembre, sur un format entre nous, avec voilà, peut-être de temps en temps quelques invités. On va aussi faire un blog. Moi, j'aime beaucoup écrire des articles. Je trouve que c'est un format qui est très intéressant, qui pousse vraiment à la réflexion et à remettre en ordre ses idées. C'est extrêmement intéressant pour apprendre. Et j'aime aussi beaucoup lire des articles. Donc voilà, d'où l'idée voilà, l'objectif de faire un blog aussi qui sera disponible, qui sera disponible bientôt. Le premier article sortira le 22 février. C'est un article que j'ai écrit sur la nutrition de l'effort. Donc, euh, donc voilà, vous pourrez découvrir ça d'ici quelques semaines. Et puis on va aussi faire donc une newsletter. Donc bah, la newsletter de cyclisme performance existe déjà. Pour l'instant, je m'en servais juste pour annoncer les nouveaux podcasts. J'envoyais aussi un petit résumé de chaque podcast. Là maintenant, l'objectif, en plus d'annoncer tous les nouveaux contenus qui sortiront, que ce soit les webinars, les podcasts, les articles, bah, le but, ça va être aussi d'apporter de la valeur dans cette petite newsletter. On va essayer de faire des revues d'articles scientifiques relativement rapidement. Ça sera pas, on va pas voilà, rentrer peut-être vraiment à fond dans le détail de l'article. Le but, ça sera aussi de vous donner envie d'aller lire des articles et puis de creuser par vous-même, parce que c'est quelque chose qu'on va aussi transmettre dans tous les contenus qu'on crée. C'est aussi de se faire son propre avis, d'aller creuser par soi-même, d'avoir l'esprit critique. Et donc, dans cette newsletter, ce qu'on va faire, c'est voilà, partager aussi, nous, ce qu'on peut lire, parce que bah, nous tous, on lit des articles presque quotidiennement, et on prend des notes sur ces articles, et donc, bah, voilà, on peut les partager, ça sera gagnant pour tout le monde de transmettre ces connaissances-là, et puis de vous donner envie d'aller chercher par vous-même. Ça, on le fera une fois par semaine. Pour l'instant, c'est l'objectif, avec qui partagera le contenu de la semaine. Donc voilà, comme par exemple un article, puisque vraiment l'objectif, ça va être de sortir un contenu par semaine. Donc soit un article, un podcast, peu importe. L'objectif, on va essayer de se tenir à ça, c'est un contenu par semaine. Et donc ça, vous serez informé par la newsletter. Ces podcasts-là, donc notamment donc ce premier podcast qu'on enregistre, il est aussi enregistré en vidéo. Donc ça, c'est la petite nouveauté sur ces podcasts. Donc vous retrouverez du coup ces podcasts sur YouTube qui seront du coup en vidéo. Peut-être que dans le futur, ça nous permettra de partager aussi quelque chose en vidéo, du contenu du coup plus visuel. Ça, c'était quelque chose qui manque parfois sur le podcast. C'est un petit peu compliqué sur certains sujets un petit peu techniques. On a souvent besoin d'avoir un petit support, ça peut être intéressant. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil à notre chaîne YouTube et puis bah, pourquoi pas regarder les podcasts en direct avec nos têtes. Voilà, si ça vous intéresse, hein. Si vous voulez voir à quoi on ressemble, ça se passera sur YouTube. On fera aussi donc des webinars. Euh, Ça, c'est un petit peu un format différent du podcast dans le sens où ça sera une personne qui va être toute seule et qui présentera avec un support du coup visuel, une petite présentation donc, sur un sujet. Ça, on a prévu de commencer pour le 15 février. Ça sera Rémi qui fera le premier webinar sur les différents modèles de la distribution des intensités. Donc voilà, ça sera des webinars relativement courts. On va essayer de faire un format autour de 30 minutes. Donc l'avantage du webinar, c'est que c'est en live. Et donc du coup, bah, ça nous permet de répondre à vos questions en direct. Donc il y aura toujours ce petit temps de questions-réponses. Je pense qu'on ne va pas forcément se donner de limite de temps. Pour l'instant, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Et donc
Donc voilà, l'idée, ça aussi, ça serait d'en avoir peut-être un tous les mois. On verra ce qu'on peut faire en fonction de si ça vous plaît ou pas. Euh, voilà. Et puis, évidemment, on sera aussi donc, sur les réseaux sociaux, comme jusqu'à maintenant. Donc, il y avait toujours un compte Instagram, une page LinkedIn aussi. Va y avoir donc une page, un compte Twitter et aussi une page Facebook. Donc voilà, ça nous permettra surtout de relayer donc, tous nos contenus et puis aussi un peu dans la même lignée que la newsletter, d'apporter aussi de la valeur sur ces réseaux sociaux. On va essayer de faire quelques infographies et euh, peut-être voilà, repartager nos articles, essayer de partager des schémas, essayer voilà, de partager des choses assez visuelles. Et donc, ça sera l'objectif. Peut-être aussi des réponses aux questions en story. Ça, en story Instagram, on essaiera de le faire. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, toujours d'être assez proche au final de qu'est-ce que vous demandez, quelles sont vos questions. Et donc, bah, nous, on essaiera d'y répondre rapidement sur les stories Instagram. C'est toujours des petites questions-réponses rapides. Et puis, on essaiera d'aller un petit peu plus loin des fois, donc en réponse à vos questions, que ce soit sur un podcast, sur un webinar en live. Voilà. On aura plein de façons pour vous de nous poser vos questions. Et donc, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce Moi, si projet. je me permets juste de Vas-y, rajouter Valentin. un petit truc, je crois que tu n'as pas mentionné, mais c'était le site internet. On aura aussi un site internet qui va regrouper tout le contenu qu'on va produire. Les articles de blog, les podcasts, les webinaires, comme ça, tout sera centralisé au même endroit. Donc voilà, on va communiquer dessus aussi assez rapidement pour que vous ayez toutes les informations. Je te laisse enchaîner, Mathieu. Mm. Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'ai reçu notamment beaucoup de messages par rapport au podcast, à tous les résumés que j'ai envoyés par mail. On m'a beaucoup demandé de les renvoyer, si c'était possible de les renvoyer pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnaient. Donc, ce que j'ai répondu là depuis quelques semaines, c'est que ça sera disponible sur un site internet. Et donc voilà, ça va être ça, hein. Ça va être sur le site de Cyclisme Performance. On va essayer donc au final d'avoir un catalogue de contenu. Et puis vous pourrez aller piocher un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse et revenir un peu en arrière pour voilà, tout le contenu qui a été fait jusqu'à maintenant. Il est pas perdu. C'est pas parce que c'était sorti il y a un an que c'est périmé. Ça sera toujours d'actualité, je pense. Enfin, même si on essaiera de toujours mettre à jour sur les sujets qui ont besoin d'être mis à jour. Mais en tout cas, voilà, l'idée à terme, c'est quand même d'avoir une certaine banque de contenu gratuite que chacun pourra les retrouver. Donc voilà. Et donc bah, pour ces podcasts, donc d'échanges entre nous, l'objectif, ça va être d'échanger, de choisir un petit thème d'actualité pour échanger. Et donc bah, pour ce premier podcast du mois de février, ce qu'on a choisi, c'était d'aborder le début de saison. Comment aborder le début de saison? Donc on va commencer sur ce premier sujet, notamment sur la fixation des objectifs. C'est une étape importante, je pense, en ce début de saison. Et pour bien aborder le début de saison, on va voir un petit peu l'avis de chacun. Qu'est-ce qui est important de faire? Est-ce que les objectifs sont nécessaires? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et donc pour ça, je vais donner la parole à Rémi, qui a pas mal d'expérience là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire, Rémi, comment tu abordes le début de saison? Est-ce que tu commences par fixer des objectifs, par exemple? Concernant la fixation des objectifs, moi, je dirais qu'elle se fait en amont du début de saison. Elle peut se faire aussi tout au long de la saison sans aucun problème. Alors, pour revenir plus en détail sur la fixation des objectifs, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui va poser la base de l'entraînement et de la performance. Ce qu'il y a à savoir en premier lieu, c'est que fixer des objectifs améliore les performances. C'est ce que nous disent en tout cas les études. Donc, soit par une amélioration, entre autres, de la focalisation de l'attention, mais aussi améliorer la performance et la persévérance des athlètes dans la poursuite de leur but. Donc c'est un passage important pour déjà améliorer la performance en soi. Et après, on peut retenir aussi qu'il y a 3 types d'objectifs qui vont être différents. Il va y avoir des objectifs de résultats, donc là, on va plus parler de résultats en course. Je vais faire, par exemple, 3e sur telle course, un top 10 sur une autre course. Il va y avoir des objectifs de performance, donc qui vont plutôt être liés aussi à l'entraînement, donc ça va être très intéressant.
Là, on va plutôt dire, par exemple, je veux gagner 30 watts à PMA sur 5 minutes ou 20 watts au seuil. Et c'est ce qui devrait me permettre donc d'entrer, par exemple, dans le top 10 sur telle ou telle course. Et enfin, il va y avoir les objectifs de processus. C'est qu'est-ce qu'on met en place à l'entraînement pour réaliser ces objectifs et pour gagner ces watts qui vont nous permettre, en finalité, de réaliser son objectif de résultat. Donc tout ça, c'est très important à mettre en place et ça va permettre, d'une part de faire progresser l'athlète, mais aussi notamment par rapport aux objectifs de performance et aux objectifs, de processus, ça va aussi permettre de faire diminuer le stress de l'athlète par rapport notamment à un objectif, purement de résultat. Donc pour ça, c'est très important pour toutes ces raisons de se fixer les bons objectifs en début de saison. Après comment moi je m'y prends? Disons que pendant un temps, j'ai formalisé beaucoup ce genre de choses. C'est mon approche des objectifs avec les coureurs et en disant: «Bah, voilà, on se prend un temps à ce moment-là, on fixe nos objectifs, on les marque par écrit et on s'y tient». Et finalement, maintenant, j'ai une approche peut-être un peu moins formalisée, que je pense, qui va peut-être moins stresser l'athlète, où on va forcément en discuter, on va forcément poser les choses, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus mouvant dans le temps et de beaucoup plus adaptatif aussi. Donc, voilà Ouais, je- ce que j'ai à en dire, pour le moment. ouais, mais j'allais te poser cette question justement. Est-ce que toi, tu essaies de réévaluer justement ces objectifs au fil de la saison? Parce que c'est un petit peu le truc, ouais, si on se fixe des objectifs assez précis en début de saison, comment on fait si au fil de la saison, est-ce qu'on les évalue un petit peu? Donc, tu as répondu dans l'idée que tu essayes que ça soit un petit peu plus mouvant comme objectif. Complètement et je pense que c'est ce que enfin ta question est super importante et ta remarque est super importante. C'est qu'on peut vite enfin ça c'est ce que on va dire, j'ai cru remarquer, au fil des années, où j'ai entraîné, c'est que, on pouvait très vite, se tromper d'objectifs, en tout cas se tromper dans les objectifs et quand les objectifs devenaient entre guillemets «irréalistes», je prends un exemple, alors ça peut être irréaliste dès le départ, je veux gagner une course, alors que j'ai jamais fait, de top 20, sur des courses, par exemple, ça c'est directement irréaliste, mais on peut aussi se retrouver dans le cas de figure où, en début de saison, on vise par exemple une victoire et puis au fil de la saison, sur une course précise, on tombe malade, on a des problèmes et finalement l'objectif devient en cours de route irréaliste et à ce moment-là, si on ne réévalue pas, l'objectif, ben, on est à peu près sûr d'aller dans le mur et finalement le, mmh pour le coureur, cet objectif va devenir insurmontable au fur et à mesure qu'il va s'approcher de l'objectif parce qu'il va très bien s'apercevoir, consciemment ou non, que, il ne va pas y arriver et ça va créer beaucoup de stress et au final ses performances, déjà qu'elles ne devraient pas être à la hauteur de l'objectif, intrinsèquement, mais en plus elles vont certainement chuter à cause, de la perspective de l'échec qui va se dessiner. Donc, effectivement pour répondre à ta question, encore une fois, oui, c'est très important de pouvoir réévaluer ses objectifs en cours d'année. Il ne faut pas se priver de ça et c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Ouais, moi je te rejoins sur cette idée-là d'objectifs évoluables, car, déjà depuis 2 ans avec le Covid, on peut pas vraiment fixer une date car on va dire tous les mois le calendrier est chamboulé donc, c'est compliqué de dire, dès le 1er janvier: «Bon bah voilà, mi-avril j'ai un premier objectif, fin juin j'en ai un autre et un autre en août», parce qu'on est quasi sûr que les dates vont être chamboulées, les préparations pour ces objectifs-là vont être chamboulées aussi et c'est ce que j'ai toujours tendance à dire à mes coureurs, c'est qu'il y a pas forcément une date, mais peut-être plus une période parce qu'on peut être le plus fort sur cette course-là et passer complètement à travers. Il peut être le meilleur de la course, mais au premier virage, il casse sa chaîne ou une crevaison, ce qui fait qu'il se retrouve dans le contre, et cetera. En termes de performance, on peut regarder les chiffres, il va être très, très performant, il va battre ses records, mais si on regarde le résultat, ça tombe, il va faire 22e et pour beaucoup, c'est mauvais. Alors vraiment, c'est du côté choisir du côté où on regarde le résultat et l'objectif et qu'est-ce qu'on appelle la performance? C'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est performance pour gagner des watts? Est-ce que c'est performance en termes de résultats? Sauf que, bah, si on est au départ d'une course avec 200 mecs, il y a 200 gars qui veulent peut-être gagner la course aussi, donc c'est beaucoup plus difficile d'évaluer en termes de résultats qu'en termes de performance et cetera. Donc c'est le côté complexité d'évaluer, la réalisation d'un objectif, mais c'est surtout les objectifs sont surtout très intéressants pour nous, entraîneurs, d'essayer d'avoir un fil conducteur pour la saison et de se dire: «Bon, bah, voilà, on peut se permettre de travailler telle chose pour amener, à la performance
Et puis vraiment planifier les périodes de récupération, les périodes d'entraînement intense, et que toute la saison soit bien structurée. Ok. Moi, si je peux rebondir rapidement sur ce que tu disais, Maxime, et peut-être quelque chose que je peux apporter, parce que moi j'ai moins un regard sur l'entraînement, mais plus sur l'optimisation scientifique de la performance. Et effectivement, je te rejoins sur qu'est-ce qu'un objectif et qu'est-ce que ce qui compte à la fin sur un objectif, c'est d'avoir un bon résultat. Donc, souvent dans ce processus, justement, d'aller avoir le meilleur résultat possible, ça peut passer et ça passe par l'entraînement, essayer d'augmenter ses capacités physiques. Mais je pense que ça va passer aussi par certaines préparations un peu spécifiques pour aller vraiment augmenter ses performances. C'est-à-dire que deux coureurs identiques, il y en a un qui va aller les deux vont aller à 350 watts, ça ne veut pas dire que les deux vont aller à la même vitesse, parce qu'il y en aura un qui sera mieux posé sur son vélo, qui sera peut-être même aller faire un test en soufflerie pour vraiment optimiser son aérodynamisme. Et du coup, je pense que dans l'optique de se fixer des objectifs, ça induit en fait vraiment de considérer l'ensemble de l'optimisation de la performance pour cet objectif par l'entraînement, mais aussi, voilà, typiquement, si notre objectif de la saison, ça va être un contre-la-montre, et d'aller travailler sa position, d'aller déjà simplement aller rouler sur un vélo contre-la-montre pour s'habituer aussi à ce genre de position et d'effort. Et en fait, tout ce travail aussi plus scientifique, je dirais, je pense qu'il va avoir une importance cruciale sur le résultat final. En fait. Voilà ce que je peux rajouter. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ça fait partie, du coup, je pense aussi de ce que disait Rémi sur d'avoir trois types d'objectifs différents, de processus, de résultats, de performance. Et ça, des fois, c'est peut-être une erreur que je vois, c'est de fixer qu'un seul type d'objectif, peut-être axé uniquement sur le résultat. Et notamment ouais, sur le processus, comme tu le disais, sur le contre-la-montre, par exemple, ce serait super pertinent de se dire toutes les semaines, j'essaye de rouler deux fois sur mon vélo de chrono, ou j'essaye d'aller en soufflerie, ou en tout cas d'optimiser mon aéro, parce que ça va être ça qui sera super important dans mon résultat final. Et c'est, voilà, je pense, super important d'avoir ces trois types d'objectifs. Après, l'objectif de résultat en lui-même, c'est peut-être le moins important au final. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Je sais pas. Rémi, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, je te rejoins complètement. En tout cas, les études ont montré qu'un objectif de résultat était beaucoup plus anxiogène qu'un objectif de performance ou de processus. Donc l'objectif de résultat, il est important. D'ailleurs, les études ont montré aussi que les objectifs qui marchaient le mieux, c'était de combiner ces 3 objectifs. Donc en fait, il faut des objectifs de résultat, mais aussi de performance et de processus, et généralement, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Mais encore une fois, l'objectif de résultat peut être anxiogène, et ce qui est important quand on va se tourner vers des objectifs de performance ou de processus, c'est qu'on va pouvoir, avoir un impact direct et sur ce qui va se passer. On va pouvoir maîtriser les choses, alors que comme le disait Maxime, quand on va se retrouver en compétition, un objectif de résultat, il va parfois, voire souvent être dépendant de comment se passe la course, si on a une crevaison, comment sont les adversaires. On peut être soi-même très fort et on peut se faire dépasser aussi par des adversaires qui vont être plus forts. Donc à un moment donné, à l'entraînement, se dire plutôt mon but, c'est de m'améliorer à cet endroit-là. Et comme le disait Valentin, par exemple, ça peut être je veux m'améliorer en termes de watts, mais je veux aussi améliorer mon coefficient de pénétration dans l'air. Je veux aussi améliorer toutes ces choses-là qui font la performance. Et en finalité, de toute façon, si on améliore ces choses-là, on augmente largement ses chances d'être plus performant le jour de l'objectif. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, du coup, enfin, moi, en tout cas, j'essaie ouais, de pas de ne pas utiliser des objectifs de résultats. Il y en a toujours un petit peu. Tu vois, c'est une combinaison des trois. Mais en tout cas, comme ce que disait Maxime, peut-être de viser plus une période déjà, une période où on peut essayer d'avoir en tout cas plusieurs chances de faire un bon résultat plutôt que de tout miser sur une seule course. Peut-être d'essayer d'avoir ces périodes de 2, 3 semaines où on peut essayer d'avoir des objectifs de résultats enfin, c'est en tout cas comme ça que je fais pour pas non plus que ça soit trop frustrant de vivre un problème mécanique ou d'avoir une course qui se passe pas comme prévu parce que ça arrive quand même souvent.
Donc, donc ouais, c'est comme ça que je fais, d'essayer de viser plutôt une période. En tout cas, c'est ce que j'essaye, même de pas forcément courir tous les week-ends, essayer de peut-être de plus focaliser, du coup, d'orienter la saison carrément sur ces périodes-là, quoi. Je suis complètement d'accord et bon, je terminerai là-dessus, hein, personnellement. J'ai pas mal monopolisé la parole sur cette thématique, mais je pense que ça dépend. Enfin, en tout cas, mon expérience me fait dire que ça dépend aussi beaucoup du coureur qu'on a en face de soi. Et certains coureurs, notamment par rapport à des objectifs très précis, donc sur une course précise, vont se transcender finalement par rapport à cette course et vont généralement psychologiquement faire en sorte d'être largement meilleurs le jour J. Et il va y avoir d'autres coureurs, au contraire, qui vont être beaucoup trop stressés, par exemple, et qui vont être donc sous-performants, contre-performants le jour de l'objectif. Et dans ces cas-là, il est plus intéressant d'orienter ces coureurs vers effectivement des périodes ou en tout cas de minimiser l'importance d'un résultat le jour J. Donc voilà, pour moi, ça dépend aussi énormément du coureur qu'on a en face de soi. Et aussi, du coup, il y a aussi le calendrier à prendre en compte, comme tu disais, pour les périodes, parce que moi, je le vois par exemple dans la région de France, là où j'habite, il y a des moments, les courses sont à plus de 2 heures de route. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire 2 heures aller, faire une course qui ne correspond pas du tout au profil du coureur, faire 2 heures de route pour le rentrer, alors qu'il resterait à la maison, il fait un entraînement beaucoup plus efficace. Je suis pas certain que la course apporte plus qu'un entraînement. Donc, du coup, sauter un week-end de course, c'est pas complètement bête, on va dire. C'est plutôt même limite intelligent de se dire: «Bon, bah, voilà, autant que je reste à la maison, je fasse samedi, dimanche 2 bonnes séances efficaces qui vont beaucoup plus m'apporter que vous» et admettons un coureur qui est plutôt typé grimpeur, qui prépare un objectif avec une course où il y a des bosses, si c'est pour aller faire, un critérium de 60 kilomètres, je trouve pas ça très cohérent dans la suite de la préparation. En revanche, s'il reste par chez lui, il connaît ses routes, il peut se faire son parcours, aller faire ses exos en bosse, et cetera. Ça sera beaucoup plus intéressant en termes d'entraînement. Donc, et quand on regarde chez les pros, les mecs qui préparent les grands tours, et cetera, avant le Tour de France, on les voit très peu dans la saison. C'est vraiment très ciblé et ils font très, très peu de courses. Alors qu'il y a quelques années, ils enchaînaient avant le Tour, alors qu'aujourd'hui, on les voit beaucoup moins. Donc, pour prolonger cet aspect-là, on peut donner l'exemple aussi de ce qu'a fait Primoz Roglic l'année dernière. Bon, pas avec beaucoup de succès parce que malheureusement il a chuté sur le Tour. Mais pour préparer le Tour, il est vraiment allé en altitude pendant un mois et demi à Tignes. Et je pense que c'est l'approche maintenant pas mal de Jumbo-Visma, pour avoir aussi un peu échangé avec le responsable performance là-bas, qui sont vraiment plus axés sur, même pas forcément des coureurs de grands tours, mais beaucoup de coureurs qui ont des objectifs où ils veulent vraiment performer, de faire précéder ça d'un stage en altitude pendant plusieurs semaines pour habituer l'organisme. Et forcément, ben, quand tu fais un stage en altitude, tu ne fais pas de course. Mais voilà, je pense que la préparation d'un objectif ne nécessite pas forcément, au contraire même, de participer à des compétitions tous les week-ends. Ouais, et puis comme tu dis, sur les stages, l'avantage, c'est qu'en termes de récupération, et cetera, il termine la séance, il rentre, il a le temps pour la récup, et cetera. Alors que sur les courses, bon, on parle pour chez les pros, mais souvent il y a un transfert, ils sont pas à l'hôtel tout de suite, ils s'enchaînent les jours de course. Bon voilà, il y a même aussi, ils sont pas chez eux. Donc du coup, il y a le côté familial, le côté émotif qui fait que bah, il n'y a pas forcément une récupération complète, il est au téléphone et tout le soir, alors que quand il rentre chez lui, après son entraînement, son job est fait, donc il peut prendre son temps pour bien récupérer, et cetera. Et quand on sait que la récup, c'est un des éléments clés de la performance, donc pour moi, il n'y a pas de contre-indication à sauter un week-end de course. Au contraire, c'est limite encore plus intéressant. Après, tout dépend vraiment aussi du profil de coureur qu'on a en face. Je le vois souvent pour les 2-3 FFC, bon, bah, voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être performants entre guillemets tous les week-ends. Donc d'être plutôt avoir une constance. Ils n'ont pas forcément un week-end cible, mais c'est plutôt faire des places, faire des gagnes pour monter en deux, pour monter en première. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de recherche de pic de forme, ils recherchent de constance. Donc, c'est aussi là la discussion en début de saison quand on planifie, c'est de savoir ce que le coureur souhaite. Est-ce qu'il souhaite vraiment performer? Est-ce qu'il souhaite monter de catégorie? Donc là, c'est encore plus compliqué. Ou quand un coureur, quand il passe du rang junior à 2 ou 3, et de se dire, bon, ben voilà, maintenant, c'est performer pour monter. Ou admettons, quand on passe de cadet à junior. De cadet à junior, il arrive, on va dire, il passe de courses de 60 km à des courses de 120. Et c'est là où c'est compliqué au début de fixer des objectifs, parce qu'il faut aussi se rendre compte de est-ce qu'il a déjà passé le cap l'hiver?
est-ce qu'il va se bien sentir souvent quand ils sont sur des courses cadets où ils sont 30 ou 40? S'il a eu de la chance, il a fait les manches Madio, ils sont 200 et ils se retrouvent sur la première 2-3 de la saison, ils sont 150 au départ. Rien que frotter, etc., ça va être compliqué. Donc, c'est à partir du temps d'adaptation. Ensuite, on peut l'aider à l'orienter pour fixer des objectifs. Et puis, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est aussi de savoir est-ce que le mec veut performer dès le début de la saison ou un peu plus tard dans la saison ou... Et c'est là où après, nous, notre boulot d'entraîneur rentre en compte ou comment on oriente le début de saison. Après, moi, j'avais une question aussi pour vous qui est justement être plus dans la préparation de ces objectifs avec les coureurs. Comment justement ça se fait cette sélection d'objectifs? C'est-à-dire que j'imagine que des fois, il y a un coureur qui veut vouloir être performant sur une course, c'est pour lui son objectif de la saison. En même temps, ça peut être potentiellement un peu dommage s'il a moyen d'avoir des bien meilleurs résultats sur une course. Et comment justement entre guillemets, cette négociation, cette discussion, elle s'établit pour choisir vraiment les meilleurs objectifs pour le coureur, pour que d'une part, pour lui, ça soit des objectifs qui correspondent à ses aspirations, mais aussi qu'il puisse être vraiment performant le jour J et potentiellement gagner la course. Alors, ça, pour moi, ça se fait beaucoup, enfin énormément même en concertation avec le coureur. Donc, faut trouver le bon compromis en général. Ça se fait plutôt, pour ma part, en tout cas plutôt au feeling. C'est-à-dire que l'entraîneur va arriver avec ses objectifs à lui en tête et le coureur va arriver avec ses objectifs à lui en tête. Alors, le plus important, évidemment, ce sont les objectifs du coureur. Ça, c'est sûr. Et pour qu'il soit performant derrière, il faut vraiment qu'il ait heu, que ses objectifs lui appartiennent complètement, sinon ça peut être problématique. Mais en tant qu'entraîneur, c'est sûr qu'on va, détecter, parfois ou plus facilement que le coureur, certaines problématiques dans le calendrier de course et la chose la plus importante pour moi, c'est déjà de prévenir le coureur. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui pourrait poser problème au coureur dans la poursuite de ses objectifs ou de son objectif principal, ben, déjà je vais lui dire et en général après je vais lui laisser le choix. Je prends un exemple concret, il veut performer sur une course, mais il veut être aussi présent sur je sais pas, les 5 week-ends précédant la course et moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Donc moi je vais lui dire, concrètement, je vais lui dire, «Il faudrait, sauter une voire 2 courses, à ce moment-là pour être performant. Après si tu as vraiment envie de courir toutes ces courses, moi je te préviens, tu risques de passer à côté de ton objectif, en tout cas heu, tu tes chances entre guillemets de passer à côté de cet objectif et donc je te préviens, mais la décision finale, elle te revient à toi. Donc, en général, c'est ce que je fais. C'est beaucoup de discussions et la décision finale revient toujours au coureur. Et il y a aussi, dans ce que tu disais, le coureur qui prépare un objectif et les week-ends précédents, il participe à des courses. Moi, j'ai l'exemple en tête de mon meilleur pote. Il y a 4, 5 ans, je sais j'ai plus la date en tête. On préparait les championnats Hauts-de-France élite parce que c'était à domicile, c'était à 3 kilomètres de chez lui, c'était un parcours qui lui convenait, donc c'était vraiment l'objectif. Et la semaine d'avant, vraiment le dimanche d'avant, il avait une Coupe de France DN3. Et je lui avais dit: «Bah, c'est nickel, on a fait une grosse semaine d'entraînement» et je lui ai dit: «Comme ça, le dimanche, c'est ta dernière grosse séance, c'est un parcours». Je dis: «Au moins, tu bosses pour l'équipe, tu donnes ton commun, tu fais tes intensités, puis je dis après, tu auras fait ton job et c'est parfait». Sauf que, bah, il a fait le job pour l'équipe, il s'est retrouvé dans l'échappée et il dit: «Au début, j'avais mal aux jambes et cetera». Puis en fait, il dit: «J'avais dans l'idée que c'était ma dernière grosse semaine d'entraînement comme tu m'avais expliqué, j'avais mal aux jambes et tout». Il m'a dit: «Au moins, je donne un coup de main à l'équipe» et au fur et à mesure de la course, bah, l'échappée a pris de l'avance et il s'est dit: «Bon, on va jouer la gagne» et il dit: «Là, à partir de là, j'ai un peu mis de côté le fait que j'avais mal aux jambes, la grosse séance et tout». Il dit: «C'était une autre course» et au final, il gagne la coupe de France. Alors c'est ce qu'il me dit. Il me dit: «Est-ce que si vraiment j'aurais gardé en tête en me disant: "Bon, bah, voilà, j'ai déjà mal aux jambes et tout, je gagnerai pas"?» Et en fait, il dit: «Au fur et à mesure de la course, ça a changé». Il dit: «Pourtant, c'était pas son objectif. Son objectif était une semaine après, mais il a pu gagner, il l'a fait». Donc c'est vraiment là qui est compliqué de faire comprendre aux coureurs aussi que, bah, il peut être en période, de grosse préparation, mais ça n'empêche pas de faire un résultat aussi, de pas se mettre des freins. Mmh. Ouais, mais ça, dans le vélo, c'est super important d'être aussi capable de performer, même si on n'est pas à 100 qu'on n'est pas au top, que dès le départ, on n'est pas au top parce que, bah, quand même, 90 des courses, ça va être dur. On sera pas dans un jour exceptionnel, quoi. Les jours exceptionnels où vraiment tout va bien, on est à une super condition, finalement, c'est quand même très, très rare et donc je pense justement
de s'habituer et d'être prêt dans la tête à, bah, même si c'est pas, tout se passe pas comme prévu ou tout se passe pas super bien, que on a mal aux pattes et tout, d'être prêt quand même à performer et de pas se mettre des barrières à chaque fois, de se dire bah non là, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien. C'est un cercle vicieux après, enfin c'est super dur d'en sortir si à chaque course ça se passe comme ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça, tu vois, moi, quand avec les coureurs que j'entraîne, j'hésite pas à leur informer qu'on est dans un bloc qui risque d'être difficile. Tu vois, les 2 dernières semaines avant la préparation de l'objectif, avant la semaine de décharge, j'essaye de leur faire comprendre qu'on est dans des semaines assez dures pour qu'ils soient aussi conscients que, bah, si le dimanche, par rapport quand ils performent, il y a un léger mal de jambe parce que, bah, c'est normal, parce que les jours précédents ont compris des exercices très durs. Donc du coup, qu'ils soient aussi conscients que s'il a pas les sensations folles qu'il a, de caresser les pédales quand il est en période vraiment de forme, bah, il y a aussi à prendre en compte l'entraînement. Mais c'est pas ça qui doit freiner la performance. Tu peux trouver dans la bonne échappée et tu peux quand même aller gagner, ça arrive. Il y a des bah, j'ai l'exemple concret et inversement, tu peux être vraiment cramé parce que ça fait, 10 jours que tu enchaînes des grandes séances et les efforts font que le rythme, les coureurs qui sont frais parce que sur la course que tu vas, toi, tu es en période de préparation et ça tombe, il y a peut-être 10-15 coureurs qui sont en période d'objectif. Donc du coup, il y a le petit écart de performance et ce qui fait que tu coinces, en fin de course. Mais voilà, il faut essayer, c'est un concept, très compliqué et je pense qu'il faut que coureur et entraîneur, on soit en adéquation pour que tout fonctionne en fait, que tout fonctionne, que le coureur sache pourquoi il s'entraîne, sache pourquoi il est en forme, il arrive en forme et c'est un peu lui, c'est lui qui s'entraîne. Nous, on participe en donnant les entraînements, mais c'est lui qui a la clé de tout ça, on va dire. Ce que tu dis, Maxime, c'est très important là, et puis Mathieu aussi, hein, tu l'as dit, mais que c'est un processus complexe finalement. Et donc, moi, mon avis, c'est que il faut faire attention de pas non plus s'enfermer dans un cadre trop rigide, notamment par rapport aux objectifs. Et il est clair que un coureur pourra contre-performer le jour d'un objectif, alors pour des raisons de forme, mais aussi pour des raisons externe, ça on l'a déjà dit, mais il pourra aussi être performant, quand ce n'est pas l'objectif et quand finalement on ne l'attend pas du tout. Des fois, il y a un phénomène qui enfin, j'ai l'impression qu'il existe, c'est, je pense par rapport à la gestion du stress, mais des journées où on n'attend pas du tout les coureurs, c'est là qu'ils peuvent être des fois très performants et notamment certains coureurs. Et moi, ça me fait penser, à l'anecdote, que j'entends souvent, mais de la pizza la veille de course. Combien de fois j'ai entendu des coureurs me dire, «Ah c'est bizarre, hier j'ai pas du tout fait le job, bon j'ai mangé une pizza, c'est pas l'enfer de manger une pizza», mais pour lui ça l'était certainement et finalement il était très performant le jour de la course et j'ai l'impression qu'il y a des fois un phénomène de relâchement qui permet aussi d'être plus performant en compétition finalement. En tout cas ça arrive, hein. Ouais, moi, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent aussi. J'ai, même si j'ai l'avantage de pouvoir faire les deux, d'être aussi performant quand je l'attends et quand je me mets entre guillemets la pression pour l'être. Mais ça fonctionne aussi souvent, voilà, ouais, quand on ne l'attend pas. Moi, bah, pour reprendre mon exemple, typiquement une course où il y a un chrono le matin, une course en ligne l'après-midi, où je vais prendre un tir sur le chrono le matin et l'après-midi, c'est un peu, c'est, entre guillemets, c'est, dans ma tête, c'est déjà foutu et voilà quoi. Et au final, c'est là que je vais faire une grosse perf sur la course l'après-midi, quoi. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et avec pas mal de coureurs, c'est quelque chose que je vois souvent aussi. Donc, c'est- Ouais, et ça, je trouve, ça arrive souvent à partir du milieu de saison parce que les mecs sont à bloc depuis le début de saison et en fait, dès qu'ils se relâchent, bah, mentalement, c'est ce qu'on disait, hein, le cerveau est quand même relié aux jambes, il n'y a pas que les jambes. Donc dès qu'on se relâche, ça permet à performer. C'est en revanche, en début de saison, les mecs, ils arrivent, ils font le job, ils sont au millimètre, etc. Et ça, du coup, ça m'amène à vous poser la question, comment vous voyez le début de saison des coureurs? Est-ce que vous faites des intensités, vous leur faites faire des intensités ou c'est les premières courses qui amènent les intensités? Bah, moi, de mon côté, ça dépend vraiment aussi en fonction des objectifs du coureur. Je sais que dans tous les cas, je leur fais faire un petit peu d'intensité pour faire du rythme, etc. Mais je voulais avoir votre avis sur est-ce que vous les faites rouler et faire des intensités, mais vraiment à bloc 2 mois avant la reprise des courses ou au contraire, zéro intensité avant la reprise des courses? Alors ça, c'est une question assez complexe. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est très individuel, ça dépend des objectifs du coureur, ça dépend de comment réagit le coureur. Hem,
en tout cas, les intensités dans les études montrent que, enfin, on peut voir que c'est très important pour augmenter sa forme sur un temps assez court, donc à l'approche des objectifs. C'est important de faire des intensités. Après, faire trop d'intensités avant le début de saison, ça peut être contre-productif, mais là, je pense notamment à ce que m'avait dit un jour Jacques Descrions, que je salue s'il nous écoute, mais c'est que un coureur qui se prépare trop pour le début de saison, qui veut vraiment être à 100% sur le premier jour de course, pour la première course, ça peut être compliqué parce que dans le cas où il y a une contre-performance, donc il aurait beaucoup travaillé, notamment en intensité, en volume et en intensité, mais certainement beaucoup en intensité. S'il arrive le jour de la course et qu'il est contre-performant, psychologiquement, ça peut être très compliqué parce qu'il peut se dire: mince, mais qu'est-ce que je vais faire de plus pour être performant? Les autres vont certainement être sur une pente ascendante. Moi, j'avais prévu mon pic de forme au premier jour de course. Si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Donc pour ma part, être hyper performant et viser le tout début de saison, ça peut être contre-productif. Et après, dans les faits, de toute façon, on se rend compte que ça soit chez les amateurs ou chez les professionnels, mais que les coureurs suivent une trame assez similaire avec tous assez similaires avec les stages qui s'enchaînent et que finalement, à peu de choses près, ils arrivent avec une charge d'entraînement plutôt similaire aux premières courses. Après, ça peut changer dans les milieux vraiment plus amateurs, mais quand on arrive dans les niveaux élites et au niveau professionnel, voilà, la différence, elle est plus difficile à faire. Hmm. Ouais, tu vois, dans mon approche, j'essaye d'avoir toujours des intensités au final presque toute l'année. Parce que je pense que c'est toujours complémentaire d'avoir une grosse majorité d'endurance, de volume en zone 2 notamment, et toujours complémenté par quelques séances difficiles, plus ou moins toute l'année. Alors pour moi, des séances difficiles, ça va être peut-être voilà, à partir du sweet spot, déjà, on peut avoir, mine de rien, des séances assez difficiles qui vont sûrement viser des processus physiologiques, des signalements cellulaires un petit peu différents chacun entre l'endurance et les séances un petit peu plus difficiles. On va aller pouvoir épuiser le glycogène notamment, ce genre de choses. Des choses on va pas forcément faire avec les séances d'endurance si on fait que de l'endurance. Pour moi, c'est vraiment complémentaire d'avoir ça toute l'année. Et au final, ce qui va changer à l'approche des courses, euh, ça va être peut-être d'aller chercher tout ce qui est sur le système un peu glycolytique, sur les efforts très intenses, très courts, qui est pour moi un système qui va en fait euh, très vite s'adapter, très vite revenir au niveau. Voilà, par exemple, sur des efforts de 30 secondes, par exemple, c'est quelque chose que je vais aller chercher au final assez tard dans la préparation parce que bah, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose qui revient relativement vite. Et si on en fait toute l'année, il n'y aura pas forcément de gains supérieurs et qu'on peut du coup en fait ajuster. Moi, je me focalise sur des mesures plutôt de l'endurance au final, c'est autour des seuils surtout. Et puis je complémente, on va dire, je vais chercher les derniers détails avec un petit peu ce caractère explosif, le facteur explosivité, système glycolytique qui s'adapte au final rapidement. Et donc, bah, plus on va se rapprocher du coup des premières courses, moi plus je mets ce genre d'intensité qui vont permettre d'être prêt dès le début de saison pour enchaîner. Souvent, c'est ça qui est un petit peu difficile. Ça va être vraiment les efforts courts et très intenses sur les premières courses. Si on n'en a pas fait, si on n'en a pas fait du tout avant, c'est ce qui va souvent faire mal. Les grosses relances, les bosses de 1, 2 minutes montées très fort. Voilà, si on ne l'a pas fait avant les courses, ça risque de faire bizarre. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que je rajoute. Du coup, ça va être ouais, vraiment des efforts courts, même sur la PMA au final, des efforts type 30-15, 30-30. J'aime bien faire ça dans le premier cycle qui va être avant les premières courses, parce que bon, on a des adaptations très rapides avec ce type de cycle et justement d'aller améliorer l'explosivité au final. Pour moi, c'est ce que ce type d'exercice va viser en premier, plus que la VO2 max au final. Ça va être vraiment les efforts explosifs, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Mathieu, notamment sur les efforts courts. Clairement,
C'est des efforts à partir desquels on va vite progresser. Donc c'est intéressant de les mettre assez proches des courses et même pendant, une fois que les courses s'enchaînent, je trouve que c'est intéressant d'avoir des rappels régulièrement. Puis je suis aussi complètement d'accord sur le fait d'enchaîner. Moi, c'est ce que je fais en tout cas toute l'année, des séances d'endurance et des séances d'intensité. C'est-à-dire que j'essaie de, comme toi, j'ai cru comprendre, de garder cet équilibre tout au long de l'année. Et après, il y a une autre approche qui questionne aussi, c'est quand on part sur une périodisation dite inversée, donc où on va commencer des intensités très tôt dans l'année. Moi, je me suis rendu compte que finalement, c'est en tout cas, quand j'ai utilisé cette approche, c'est pas nécessairement là que les coureurs étaient le plus en forme en début de saison, mais qu'ils l'étaient un peu plus tard dans la saison et que c'était très intéressant, en tout cas pour durer dans la saison, peut-être parce que l'hiver se passait plus facilement d'un point de vue mental, mais ça finalement, moi, ça me questionne sur ce que tu viens de dire et ce que je viens de confirmer aussi. Une préparation, très axée sur les intensités, finalement, dans mon expérience, n'a pas nécessairement amené à des coureurs hyper performants en début de saison et qui s'écrouleraient par la suite, par exemple, et ça a été plutôt tout le contraire. Ouais, ça, je te rejoins. Tu vois, l'année dernière, on prend encore l'exemple du Covid, mais l'hiver, on a encore eu un confinement. On ne pouvait pas rouler dans un rayon de plus de 10 kilomètres ou je ne sais plus exactement. Et donc, du coup, beaucoup de mes coureurs ont fait de l'homme trainer. Et du coup, je me suis dit, bon, on va faire une périodisation inversée. L'avantage, c'est de passer des séances intenses, bien calibrées, etc. Donc, je me suis rendu compte que dès le déconfinement en janvier, tu leur fais faire un CP4 ou CP5. J'ai un coureur qui a fait à 2 watts près le même CP4 qu'au mois d'août, alors que c'était la reprise de la saison. Donc, en fait, en faisant de l'homme trainer, oui, il tape le même CP4, il tape son record. Mais par contre, dès qu'on a commencé à mettre du long et de faire l'enchaînement de séances, bah, il a commencé à coincer. Donc c'est ce que tu disais un petit peu Rémi, c'est que, bah oui, ça développe le moteur sur des intensités courtes, mais par contre, dès qu'on remet un peu du long et qu'on cherche à faire de l'enchaînement, bah, c'est là où on voit que la base aérobie, elle est pas forcément faite. Oui, c'est sûr que si on lui demande de faire des intensités très courtes, il a les watts. Mais par contre, si on lui demande de faire ça plusieurs jours, bah, ça coince parce que le côté aérobie est encore très peu développé. Donc du coup, je pense que c'est bien pour ces coureurs qui cherchent à arriver en forme, tu vois, avril, mai, qu'on a un petit peu de marge. Mhm. Après, moi, Et je moi, tu vois, peux justement. c'est, Ouais, vas-y, Mathieu. ouais, tu vois, sur l'approche périodisation inversée, moi je me dis qu'au final, c'est ce qui s'oppose à la périodisation traditionnelle où peut-être on va faire que du fond l'hiver et pas d'intensité. Et par rapport à une approche plus polarisée, pas forcément ce terme qu'on peut utiliser dans tous les sens, je n'aime pas forcément, mais dans l'idée de, au final, moi dans mon approche, alors, je prends au final un peu le meilleur des deux. Je me dis, il faut du fond, il faut de l'endurance, mais ça va aussi avec les intensités. Et au final, c'est un petit peu comme ça que je vois moi, le modèle polarisé, pas forcément d'éviter certaines zones qui seraient mauvaises, mais d'avoir toujours un équilibre entre une majorité de séances d'endurance et toujours supplémenté par un petit peu d'intensité, au final, plus ou moins toute l'année. Et pour moi, de l'intensité, ça ne veut pas forcément être 30-30 ou 30-15 comme je le disais avant, quoi. Ça peut être une séance de sweet spot pour moi qui va être euh, poussée assez loin. Pour moi, c'est une vraie grosse, ça peut être une très grosse séance d'intensité, quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'au final, la périodisation inversée, ça m'a jamais trop parlé parce que je me dis, au final, des intensités, des séances dures, bah, il y en a toute l'année, quoi. Donc, je sais pas, ça m'a jamais trop parlé du coup, périodisation inversée, périodisation traditionnelle. Au final, je pense que je prends le meilleur des deux et puis j'en fais ma périodisation, quoi. Après, moi, je me permets de rebondir aussi sur la partie, Maxime, tu mentionnais un peu les tests. Et je pense qu'effectivement, dans la préparation de l'objectif, il faut souvent éviter de tomber dans les travers de rajouter de l'anxiété et du stress aux coureurs. Et je pense que justement, souvent dans la préparation des objectifs, moi je l'ai ressenti en tant que coureur, et pour avoir discuté avec pas mal de coureurs, on avait souvent la même impression, c'est que des fois, en fait, tu ne vois pas forcément ta progression, tu ne sais pas si tu es prêt pour l'objectif. Et justement, des tests, ça peut être des tests sur le terrain, des tests en laboratoire, à la fois pour évaluer les capacités sur des temps vraiment plus courts, 4-5 minutes, et aussi sur des temps plus longs. Ça peut être très intéressant, ça peut rassurer le coureur et il peut voir comme ça sa progression et l'effet bénéfique de l'entraînement. Et je pense que ça, c'est un aspect important et ça permet aussi d'une année sur l'autre
à mesurer un peu les progrès et à voir si les nouveaux objectifs qu'il va se fixer, ils vont être réalistes et réalisables. Ouais, mais ça, tu vois, moi, je fais faire les tests souvent juste après l'objectif. Comme on a la période, hein, c'est pas l'objectif est le dimanche, il peut faire le test le mardi ou mercredi, et la forme n'est pas redescendue à zéro. Parce que j'ai déjà remarqué que il suffit que le coureur, entre guillemets, foire son test pour X raison, il est 30 watts en moins par rapport à sa référence, et ça y est, en fait, on est à 4 jours de l'objectif et tout s'effondre autour de lui. Donc du coup, tu vois, j'essaye de le caler après pour plus rassurer ou plus montrer, bah, tu vois, tu as les watts, ça confirme bien, tu avais bien bossé, et cetera. Tu vois, la course s'est très bien passée, les watts le confirment. La course s'est mal passée pour X raisons, mais regarde, ta forme, elle est là. Donc, il y a aussi ta stratégie de course, comment la course s'est déroulée. Mais regarde, tu bats ton record, c'est que tu as quand même une condition qui est assez bonne et c'est pas juste toi qui as coincé. Pour revenir sur cette thématique des tests, enfin, je suis d'accord avec les deux. Un test pur, moi, je le mettrais plutôt après l'objectif et pas nécessairement avant. Après, enfin, je sais que Valentin a développé aussi, alors là, je fais un peu de pub pour Chronos, je m'en excuse, mais avec justement l'outil Chronos, un algorithme pour détecter ces puissances records sans nécessairement passer par des tests. Donc ça, c'est d'une part très intéressant. Et autrement, on peut aussi s'appuyer simplement sur les puissances que nous, on voit pendant les séances et en tant qu'entraîneur, sans en parler directement avec le coureur. Finalement, on sait bien s'il est en forme et s'il n'est pas en forme. Et effectivement, si on voit qu'il est très en forme par rapport aux puissances qu'il réalise pendant les séances, on peut lui communiquer les résultats et puis l'encourager dans ce sens-là. Et à l'inverse, si on voit qu'il est moins bien, alors moi je suis toujours d'avis de dire les choses, mais c'est sûr qu'il faudra un peu les enrober, surtout proche de l'objectif et trouver, si possible, et si c'est la réalité des choses, une explication aux contre-performances. Et après, je voulais, avant de te passer la parole, Mathieu, mais rebondir rapidement euh, sur ce qu'a dit Mathieu, sur la périodisation inversée, sur le modèle polarisé. Et je suis là aussi complètement d'accord. Finalement, le modèle, une périodisation inverse, c'est, j'ai l'impression, finalement, une périodisation polarisée qui squeezerait quelque part une période foncière qui exclurait complètement les intensités. Après, le seul moment où je peux vraiment parler de périodisation inversée quand je l'ai utilisé et quand je l'utilise, c'est par rapport au volume global d'entraînement et d'endurance. Et, euh, et notamment, enfin voilà, moi j'habite à Besançon, donc l'hiver ici est compliqué. J'ai beaucoup de coureurs où je travaille avec beaucoup de coureurs qui ont un hiver difficile, disons. Et dans ce cas-là, une périodisation entre guillemets inversée, en tout cas avec un volume d'entraînement plus faible au départ, peut aider à passer plus facilement l'hiver et les conditions difficiles. Donc voilà, je te passe la parole, Maxime. Ouais, mais c'est là où on voit la complexité du monde de l'entraînement. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de telle périodisation va te faire progresser. C'est surtout vraiment s'adapter au coureur, voir si les adaptations sont là ou non, essayer de comprendre comment lui fonctionne. Et je pense qu'il y a pas de, on peut pas faire de copier-coller en fait. On travaille avec de l'humain, donc chaque personne est différente, le ressenti est différent. Nous, en tant qu'entraîneur, ok, on a les datas, on a les watts, il y a tous les algorithmes derrière, mais on n'est pas dans la tête du coureur, on ne sait pas son ressenti, on ne peut pas maîtriser tout ça. Donc c'est là où, en fait, notre boulot, c'est d'essayer de trouver la meilleure manière pour que ce coureur puisse progresser. Et avec un autre coureur, bah, c'est de trouver la manière différente, etc. Donc, euh, comme je te rejoins, Rémi, il n'y a pas forcément une périodisation clé. Si le coureur a du temps pour rouler, bah voilà, on peut limite faire du 80-20 sans souci, parce qu'il a peut-être 15 heures d'entraînement dans la semaine, donc on peut lui faire une grosse partie en volume. Par contre, quand c'est un lycéen qui peut avoir 1 heure le lundi, 3 heures le mercredi après-midi, peut-être 1 heure d'entraîneur le jeudi, et après c'est samedi-dimanche, bah forcément faire du polarisé, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas avoir beaucoup d'heures de volume. Donc du coup, voilà, on n'a pas le choix d'essayer de caler des intensités, d'avoir une périodisation un peu plus traditionnelle. Mais c'est vraiment s'adapter à chacun, aux horaires, aux disponibilités, à la région où il habite. Moi, je te rejoins, je suis en Picardie, donc là, tu vois, aujourd'hui, il pleut, donc bah, les mecs préfèrent faire une séance d'homme-traineur que d'aller faire 3 ou 4 heures d'heure. Donc voilà, il y a tout à prendre en compte. On est obligé de revoir la périodisation en cours d'année, la planif. Donc c'est vraiment la complexité de la performance à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas de,
ça serait trop beau si on aurait une planif clé, qu'on fait un copier-coller et tu es sûr d'avoir des résultats. Ouais, moi, j'aime bien ces paroles. J'aimerais bien peut-être finir là-dessus. Je pense que ça résume assez bien, je pense, ce qu'on pense tous de l'entraînement du caractère complexe de l'entraînement individuel et du rôle de l'entraîneur dans maîtriser tous ces différents facteurs. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on arrête là-dessus. Bah ça rejoint bien Valentin et ses qualités de data, etc., de chercher à évaluer. C'est là où en fait on se rend compte qu'il y a une multitude de choses à évaluer, qu'on peut agir sur différents paramètres et que de trouver l'élément clé pour que l'athlète puisse passer un cap et puisse performer. Et c'est là où on rejoint tout à l'heure les questions qu'on s'est posées sur la performance. La performance, c'est quoi? C'est de gagner 5 watts, c'est de faire un résultat. C'est la grosse complexité de la performance. Hmm. Bon bah super, on va finir là-dessus sur ce premier épisode de la saison 2 de Cyclisme Performance. Je vous remercie les gars, c'était cool. Donc bah voilà, maintenant vous pouvez retrouver tous les liens qui sont dans la description. Il y aura, donc vous pourrez vous abonner à la newsletter notamment. Donc dès ce week-end, dès dimanche, vous recevrez le premier numéro de la newsletter de Cyclisme Performance saison 2. Vous pourrez retrouver aussi nos différents réseaux sociaux dans la description. Et puis Rémi, on te retrouve le 15 février pour ton webinar sur la distribution des intensités. Yes, c'est ça. Donc on se donne rendez-vous à ce moment-là.